printemps dernier, au moment de la parution de son dernier roman, Dany Laferrière a confié à Christian Demeule du Devoir, et donc je cite Laferrière, « Être étiqueté sur quelque chose qui est le point focal de la liberté, être étiqueté à partir de la création est une chose absolument incroyable. Que je suis un écrivain migrant dans les anthologies me tue. » Fin de la citation. Inutile de vous dire que l'auteur est toujours bel et bien vivant, même si son nom est en effet un incontournable des anthologies consacrées aux écrivains venus d'ailleurs ou des sections réservées aux écritures migrantes des histoires littéraires du Québec. Non seulement les étiquettes ne l'ont pas tué, mais en avril dernier, alors qu'il se révélait plus asiatique que jamais, renouant avec cette altérité qu'il avait déjà mis de l'avant dans Hiroshima, ce roman au titre explosif qui n'a toutefois pas eu l'effet d'une bombe sur la scène littéraire québécoise, contrairement évidemment à son célèbre « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer », Laferrière, donc, au printemps dernier, était partout. Impossible de fait de ne pas l'entendre à la radio, de ne pas le voir à la télévision, de ne pas lire sur lui dans les journaux. Au grand plaisir du nouvel écrivain japonais, tout le monde parlait de lui, mais au grand dam sans doute du nouvel écrivain japonais, donc de Laferrière, même les universitaires s'y mettaient, et pas lors de colloques sur la littérature japonaise, mais bien sûr les littératures francophones. Se déclarer écrivain japonais par l'entremise d'une fiction, c'est faire un pied de nez à la critique universitaire, mais c'est surtout exotique, tandis qu'être écrivain migrant ou écrivain francophone, parce que c'est l'étiquette que récuse également Dany Laferrière, c'est ethnique et par conséquent agaçant. Comment expliquer cet agacement et comment expliquer qu'un écrivain talentueux, fort talentueux, on pourrait même dire, qui a quand même profité de la vague enthousiaste de ce qu'on appelle désormais communément les écritures migrantes, en soit à l'agonie à cause de 2 petits mots? J'ai aujourd'hui décidé de retenir l'exemple de Laferrière, comme ça, pour le plaisir, pour m'amuser, et peut-être parce qu'il est aussi provocateur avec les chercheurs universitaires, ses agents d'immigration, ses réducteurs de tête, selon ses expressions, qu'il peut être complaisant avec les journalistes ou les animateurs ou animatrices de télévision. Je ne l'ai pas entendu, par exemple, et je prends des exemples récents, s'en prendre aux journalistes lorsque ces derniers se sont empressés de lui demander de commenter les propos déplacés et insultants de Victor Lévy-Beaulieu sur Michaël Jean. Par la suite, la presse a parlé d'une condamnation de VLB, alors que dans le texte de Laferrière en tant que tel, VLB n'est pas du tout mentionné, ce qui est différent dans le texte de Joël Desrosiers, dans un beau texte au souffle poétique qu'on connaît. Donc, Joël Desrosiers va nommer explicitement VLB. Et puis donc, ou quand on a demandé à Laferrière de commenter le décès d'Aimé Césaire. Laferrière lui-même a dû avouer à mots couverts qu'il n'était pas féru de l'œuvre césarienne. Qu'on lui ait demandé à lui plutôt que, par exemple, à Paul Chamberlain, qui est peut-être le poète de la révolte du Québec, ne me paraît pas moins réducteur, ni plus d'ailleurs, que ce qui se fait entre les murs de l'université. L'auteur qui dit écrire comme il vit n'est bien sûr pas le seul à décrier les étiquettes. Nombreux sont les écrivains d'immigrants qui se sentent étouffés dans leur liberté de création à cause de 2 petits mots, car tous rêvent d'être écrivains tout court, comme le formulait déjà un Laferrière fatigué en 2001. Ying Cheng a plus d'une fois manifesté son irritation d'être cataloguée migrante ou féministe et a, depuis son roman Immobile, évacué toute référence culturelle ou géographique pouvant l'associer à la Chine ou au Québec, espérant qu'on finirait par la qualifier d'écrivain tout simplement. Maintenant que Ying Cheng vit à Vancouver, continue d'écrire en français et publie à la fois au Québec et en France, je suis plus que jamais tentée par l'épithète écrivaine migrante, même si ces derniers romans ne parlent plus d'exil au sens sociologique du terme, privilégiant une forme de migration d'outre-tombe, pour ne pas dire d'outre-monde. Mettre en parallèle ces 2 auteurs, c'est d'emblée soulever un des problèmes du concept des écritures migrantes, à savoir les divergences d'écriture et d'imaginaire regroupées sous une seule appellation, dont le dénominateur commun semble être leur origine étrangère, quoique différente et fort éloignée. Mais s'intéresser aux écritures migrantes, bien sûr, ne veut pas forcément dire être dépourvu de sens critique au point de ne pas voir les apories du concept. Si ces écrivains ont raison de souligner que les étiquettes sont d'abord et avant tout une préoccupation, voire une obsession universitaires, ont-ils raison d'affirmer que ces catégories ne sont que ghettoisantes et qu'aliénantes? Certes, les étiquettes sont contraignantes, encore qu'on puisse très bien imaginer que les écrivains qui les dénoncent avec le plus de conviction ne seraient pas outrés d'être auréolés d'étiquettes prestigieuses, mais étiquettes tout de même, celle par exemple de l'écrivain des Amériques, revendiquée par Laferrière, il dit que il n'aime pas l'étiquette, mais s'il devait en avoir une, ce serait celle qu'il préférerait, ou d'écrivains français ou écrivaines françaises.
Être écrivain migrant, et qui plus est être écrivain migrant du Québec, est bien peu de choses en regard à l'immensité de l'Amérique et au prestige littéraire de la France littéraire. Porter les étiquettes d'écrivain migrant ou d'écrivain francophone semble être synonyme d'une appartenance à une littérature non seulement ethnique, mais périphérique, marginale, bref, à une littérature non universelle, non canonique. L'ironie est que les écrivains qui dénoncent les pièges de marginalisation ou de ghettoisation du concept d'écriture migrante sont ceux-là même qui mettent en garde contre la centralisation du concept. Toujours selon Laferrière, et je le cite, « Il faut prendre garde à ce que la périphérie ne devienne pas le centre. » Fin de la citation. Laferrière, pourtant, comptait parmi les signataires d'un manifeste monde qui tentait de sonner le glas de la francophonie, allant jusqu'à proposer, et je cite le manifeste, que le centre est désormais partout, que le centre est relégué au milieu d'autres centres. Fin de la citation. Whatever that means, dirait l'autre, le vrai, l'autre avec un grand A. Je retiens néanmoins de ces interventions que la notion du centre par opposition à la périphérie, constamment débattue à propos des littératures francophones, se retrouve donc également au cœur des enjeux des écritures migrantes et de la littérature québécoise. Si la littérature québécoise symbolise le centre et les écritures migrantes une marge qui pourrait devenir centralisatrice ou centrale, la question est de savoir où l'écrivain migrant voudrait se situer. Est-ce l'aspiration, le désir de rejoindre le centre qui rend rebutante l'idée d'une périphérie littéraire migrante? À cela s'ajoute une autre question. Combien d'écrivains dits migrants récusent l'étiquette pour ouvertement et fièrement se déclarer écrivains québécois, c'est-à-dire pour tenter de rejoindre le centre? On pourrait certes me rétorquer que ce n'est pas une obligation de rejeter une étiquette pour en embrasser une autre, ce à quoi je ne pourrais qu'acquiescer, précisant toutefois que n'en déplaise aux écrivains, les histoires littéraires, même celles des plus grandes littératures, rappellent que si les littératures ne sont plus nationalistes, elles demeurent en partie nationales, c'est-à-dire liées à une langue, à une culture et à un territoire, d'où la difficulté justement pour les littératures francophones, comme l'a montré Michel Beniamino dans La francophonie littéraire, de s'imposer dans l'institution littéraire française, bien qu'elle soit écrite en français. Ici, la position ambivalente de la littérature québécoise est particulièrement intéressante. D'une part, elle est encore, du moins d'après certains critiques, périphérique face à la France. D'autre part, elle est centrale face aux écritures migrantes, donc elle incarne ce centre. Or, au Québec, la bonne fortune des écritures migrantes s'explique justement par un désir d'interroger, voire de défier les notions d'identité nationale, une volonté d'aller au-delà des limites d'un seul territoire, d'une seule langue, d'une seule culture, au profit justement d'un imaginaire métissé. Rappelons que dans l'article de Robert Bérouet-Oriol et puis de Robert Fournier, qui est maintenant une référence incontournable, sur l'émergence des écritures migrantes, les écrivains québécois dits de souche n'étaient pas exclus de cet univers métissé. La dénomination écriture migrante, au détriment de littérature migrante ou littérature des communautés culturelles, s'inscrivait d'ailleurs dans cette tentative d'inclusion au sein de la littérature québécoise. De façon paradoxale, ce concept qui se voulait donc un lieu d'accueil de l'autre, d'une ouverture à l'autre, qui se voulait un espace d'interrogation de l'identité nationale en lien avec l'altérité ou les altérités, est devenu un symbole d'enfermement où le soi semble tout observer et tout contrôler du haut d'une tour panoptique. Des voix d'une parole immigrante et d'un Québec pluriel revendiqué par Régine Robin et de figures de passeurs culturels qu'incarnaient les écrivains venus d'ailleurs, les écritures migrantes sont aujourd'hui l'expression d'une valorisation excessive et d'un passage obligé institutionnel. Passage obligé qui, si l'on suit l'analyse de Simon Harel, a fait du migrant porteur d'un éclatement identitaire un simple passant ayant confirmé et réconforté l'identité de la majorité. Ordre ou désordre des choses, Simon Harel, l'un des grands spécialistes du concept et qui a sans doute écrit les pages les plus intéressantes sur les écritures migrantes, est maintenant l'un des chercheurs les plus critiques face à ce sujet. Mais cette prise de position de la part de Simon Harel ne surprend pas, ou à peine, puisque déjà dans son voleur de parcours, Identité et cosmopolitisme dans la littérature québécoise contemporaine, donc publié en 89, il mettait de l'avant l'idée d'altération plutôt que celle d'altérité, l'idée d'altérité, selon lui, ouvrant la voie à l'identification projective. Donc, enfin, il mettait de l'avant l'idée d'altération, un peu comme s'il anticipait déjà la passion mondaine. La passion mondaine est une expression que j'emprunte à Simon, qu'il dénonce dans les passages obligés de l'écriture migrante, donc publié en 2005.
La fin des années 80 et le début des années 90 ont effectivement été le théâtre d'un engouement pour les écritures migrantes. Engouement qui a fait en sorte qu'à force de parler de soi, c'est finalement, à force de parler de l'autre, pardon, c'est finalement de soi dont on parlait. J'emploie ici autre et soi sans trop savoir où mon moi se situe, sans trop savoir si c'est moi, l'autre ou l'autre en moi qui s'impose comme sujet. Bref, sans trop savoir, pour faire écho à la communication de Dominique Garand, sans trop savoir si c'est l'arpentage ou la navigation qui finira par m'avoir. Cette confusion me jette tout simplement dans l'embarras à l'heure où les écritures migrantes sont devenues un site touristique, selon la formule de Simon Ariel, où la marge est devenue payante, selon les mots de Dominique Garand, à l'heure où on assiste à un tourisme de l'altérité, on assiste à un tourisme de l'altérité en même temps qu'à une stérilisation, à une fétichisation des figures d'altérité, pour reprendre les expressions respectives d'Éric Michoulan et de Pierre Ouellette. Tourisme, s'il en est, faut-il désormais se rallier pour arrêter cette machine rentable? En ces temps d'incertitude économique, il ne peut être pas vain de s'interroger là-dessus. J'oserais par ailleurs cette question, n'est-ce pas un peu injuste, un peu tout de même, de laisser entendre que seules les écritures migrantes ou francophones, je n'ose même pas ici dire postcoloniales, et seules les représentations de l'étranger sont commercialisées ou payantes. Le système de recherche et d'enseignement canadien actuel, avec ses bourses et ses subventions, ses groupes et ses chaires de recherche, donc ce système canadien d'enseignement et de recherche s'est lui-même transformé en une sorte de commerce, pour ne pas dire en une véritable industrie. Le chercheur en littérature québécoise ou française est-il au-dessus de ce marchandage littéraire? Je ne le crois pas. Si l'emploi du mot tourisme sert à souligner l'appropriation de figures étrangères ou de textes migrants par des chercheurs qui portent un regard superficiel et exotique sur l'objet d'analyse, le terme est très bien choisi. Cependant, sans nier que certains travaux laissent en effet à désirer, j'ose croire que la critique migrante et la critique francophoniste n'ont pas le monopole de la médiocrité. Sur les écritures migrantes précisément, j'oserais un autre aveu. Donc, c'est la journée des aveux. J'oserais cet aveu qui me vaudra peut-être des reproches pour flirter avec le multiculturalisme canadien, ou enfin ce que Gérard Bouchard a appelé l'interculturalisme québécois. Je préfère encore une marge intégrée à la littérature québécoise, une reconnaissance de la spécificité à l'intérieur d'une tradition spécifique qui donne lieu à un échange, voire à une confrontation des idées et des différences autant de l'écrivain migrants et de l'écrivain québécois dit de souche, qu'à une vraie marginalisation comme celle, par exemple, de la littérature de l'immigration, de la littérature beurre en France, où le dialogue est particulièrement difficile, parfois même presque inexistant. Enthousiasme et fascination pour les écritures migrantes, sûrement. Dialogue de sourds, polémiques, dérapages, règlement de compte autour des écritures migrantes, certainement. Mais à force de faire la critique de la critique migrante, n'en sommes-nous pas à négliger l'analyse des textes? Qu'elle ait été souhaitable ou non, la valorisation du concept a eu lieu, du même que son dénigrement dans les couloirs des universités, on pourrait inviter Dany Laferrière à venir faire un tour, et puis il n'y a pas eu qu'un engouement. Si les discours sur le hors-lieu, l'entre-deux, l'hybridité, l'interculturalité sont devenus clichés, convenus, des lieux communs qui n'ont que peu à voir avec l'expérience exilique telle qu'elle est exprimée dans plusieurs romans, la critique de cet éloge me semble s'inscrire dans un discours lui-même devenu de plus en plus normatif, dans une sorte de rectitude de la rectitude que la mode des écritures migrantes serait censée représenter. Le concept des écritures migrantes a certes été récupéré, galvaudé, euphorisé et marchandé, donc à des fins qui ne concernaient plus vraiment l'écriture, ni plus vraiment le migrant ou la migration, mais peut-on dire que, peut-on en conclure qu'il n'a pas été utile? La vague des écritures migrantes a sans doute contribué à légitimer, non pas la place d'écrivains provenant d'horizons divers parce que ça se faisait déjà tranquillement, mais enfin à légitimer la place d'un plus grand nombre d'écrivains venus de divers horizons dans l'histoire littéraire du Québec. L'essoufflement qu'elle rencontre aujourd'hui me paraît être un signe positif qui permettra la transition d'un intérêt institutionnel à un intérêt peut-être plus textuel, le passage d'un discours critique sur un concept à un discours littéraire sur les œuvres. Loin de moi l'idée de suggérer que les textes n'ont pas jusqu'ici été analysés, mais soyons francs, les écritures migrantes ont peut-être suscité autant d'articles sur le phénomène ou sur l'impact par rapport à la société et à la littérature québécoise, ou sur tel ou tel écrivain, souvent les mêmes d'ailleurs, que sur les œuvres en tant que telles.
Au-delà donc des dérapages auxquels l'affaire Larue a donné lieu, dont l'affaire Larue dont Denis Garand a déjà parlé, où Gillas Rocan évitait, avec ce qui me paraît être un manque d'élégance assez rare, l'écrivaine québécoise a passé de la rue à la poubelle, au-delà des accusations de plagiat absurde contre Marco Micone pour son très beau Speak White, réponse percutante et à la fois bel hommage au célèbre et magnifique Speak White de Michel Lalonde. Et dans ce cas-là, c'est assez étrange parce que l'hommage a été refusé par l'auteur elle-même. Au-delà donc du malaise identitaire palpable dans les discours partisans, d'un côté comme de l'autre, qui ont accompagné l'institutionnalisation des écritures migrantes, que devrait-il rester de ce passage obligé, sinon la lecture et la découverte des textes? Je pense ici, et là je vous me permettrai une autre petite un petit peu plus personnel. Je pense ici aux étudiants plus nombreux qu'on le croit, qui entrent à l'université sans jamais avoir lu Émile Olivier, qui entrent à l'université croyant justement que Dany Laferrière est le seul écrivain d'origine haïtienne du Québec, peut-être maintenant avec Stanley Payan, et qui découvrent avec emballement ce roman de migrance, avec tout ce que ce terme comporte de migration, de souffrance et de vigilance, passage d'Émile Olivier. Je pense à l'étudiante que j'étais moi-même à mon entrée à l'université, tout impressionnée que j'étais, moi, l'ancienne petite réfugiée qui avait commencé à lire seulement pour prouver aux Québécois aux racines plus longues que les miennes, que je pouvais maîtriser la langue française aussi bien qu'eux, peut-être même mieux qu'eux, me disais-je dans ma prétention d'enfant, car mon livre de chevet est un vieil exemplaire du Père Goriot et non pas de La Vallée des Avalées. Je pense à mon entrée dans un cours de Simon Harel, justement, et je me retrouve dans le visage des étudiants qui, en classe, me font désormais face et ont tous déjà entendu parler de Laferrière et si peu, voire pas du tout, d'Émile Olivier. Ne serait-ce que pour cela, le concept n'a pu et ne peut qu'être, à mon sens, utile. Puisqu'Olivier ne peut malheureusement plus se prononcer sur la question, il convient peut-être de lui laisser la parole, lui qui, dans son essai critique à teneur par moments autobiographique, Repérage, qui est un beau mot pour nous aider à nous repérer, écrivait avec sens critique et nuance, après avoir lui aussi admis son agacement face à l'épithète écrivain migrante, et puis donc il souligne ceci, et je cite Olivier, mais à y regarder de plus près, l'écrivain migrant ne présenterait-il pas quelques spécificités qui justifieraient cette appellation? L'écrivain migrant est mis en demeure, de façon consciente ou inconsciente, de relever dans ses œuvres au moins 3 défis, une mise en question de l'identité, une impérieuse invention de l'autre et un apprentissage du devenir minoritaire. Fin de la citation. Ici, la mise en question de l'identité renvoie à celle du migrant, c'est-à-dire qu'il s'agit également d'une mise en question de l'altérité, le sujet migrant étant l'autre de la majorité. L'œuvre d'Olivier est à cet égard emblématique d'une mise en scène de l'autre, s'inventant au contact de soi, d'une invitation à lire l'altération et d'une mise à mal de l'altérité, ce qui lui a parfois valu le reproche, non fondé d'ailleurs, de toujours écrire sur sa culture et son pays. Donc, en l'occurrence, ici, dans ce cas-ci, ce serait Haïti. Donc, je pense ici à Pierre Ouellette qui dit « Nous n'avons que l'altérité en commun ». Donc, ça m'a fait penser beaucoup à Olivier. Il est évident que la mise en question de l'identité ne peut aller sans la mise en question de l'altérité, mais les discours sur les écritures migrantes prouvent bien que cet élément a été négligé, non pas absent, mais négligé. D'une part, parce que les représentants les plus en vue de la catégorie autre, appelons ainsi, n'ont su que dénoncer les obsessions identitaires du même, en se croyant à l'abri des questions identitaires, comme si l'altérité existait d'elle-même, comme si l'altérité avait un sens sans l'identité, et d'autre part, parce que les représentants du même, comme pour confirmer le préjugé des groupes des autres, et je mets tout ça entre guillemets bien sûr, ne s'occupaient que de l'interrogation de leur propre identité. Le désenchantement de la critique est à mon avis une belle occasion pour lire de nouveaux textes et pour aussi peut-être relire ceux déjà étudiés. Ces lectures seront d'autant plus intéressantes que la critique finira bien par être rassasiée, pour filer la métaphore de la fin de Simon Harel, et cessera de consommer les œuvres migrantes comme de simples répliques ou de simples attaques aux identités et aux textes nationaux. Donc, pour terminer, j'ai été brève. Pour terminer, je dirais que plutôt que de voir un ghetto ou un enfermement dans cet apprentissage du devenir minoritaire dont parle Émile Olivier dans la citation déjà mentionnée, je préfère y déceler un terrain fertile pour l'imagination, un espace fécond pour confronter le soi, l'autre, l'ici et l'ailleurs, qui, qu'on le veuille ou non, continueront de nourrir les débats sur l'identité et la littérature québécoise, continueront ensemble de rapprocher les Québécois de toutes souches, comme disait justement Émile Olivier, par-delà les étiquettes et l'université. Merci.
vais être bref, Simon. Excusez-moi. Moi, j'interviens seulement sur les appellations beurre, métissage, etc. Dès qu'il s'agit de l'autre, on lui colle une étiquette. Le problème qui se pose, surtout en tant que jeune chercheur dont je suis, tu es, etc., c'est qu'on reprend toujours les mêmes étiquettes, même si on vient d'ailleurs. Beurre, qui est un terme péjoratif. Normalement, dans un milieu universitaire, un chercheur doit transcender même les usages des mots, les concepts. Là, c'est le contraire. On reprend les mêmes choses. C'est-à-dire, vous demandez à Azus Begag, écrivain beurre, il vous dit, mais arrêtez, je suis franco-algérien. Pourquoi ne pas le dire franco-algérien Denis Laferrière, je ne sais pas, québécois ou martiniquais ou haïtien, au lieu de donner des étiquettes. Parce qu'on masque tout ce qui est derrière, justement. Et c'est le cas de François Cheng, l'Académie française. C'est un franco-chinois. Et je passe sur les détails. Et c'est pour éviter le vrai débat, on reprend les mêmes étiquettes. Voilà, c'est une remarque. Et malheureusement, c'est toujours pareil, même en France, un peu partout. Par contre, une chose, c'est dans les pays du Sud, c'est le contraire. J'ai été en Chine, on dit franco-chinois. En Algérie, on n'a jamais dit beurre. On dit franco-algérien, ou algérien, ou français. Et parce que beurre déjà, c'est péjoratif. Il faut transcender ces concepts, et non pas les plaquer clés en main. Merci. Effectivement, Azus Begag dit non maintenant, mais il y a eu quand même un moment où il a revendiqué en quelque sorte pour provoquer un débat. Et puis, forcément, les étiquettes sont réductrices. Encore que franco-algérien, c'est pas non plus une étiquette qui est acceptée par les écrivains. Donc, en tant que critique ou critique en herbe, je dirais, on est confronté à certaines contraintes, et puis voilà. Puis, je veux dire, les étiquettes, Simon Harel le disait dès les premiers articles de ses ouvrages sur la littérature migrante, les étiquettes d'emblée nous mènent à une impasse, mais une fois qu'on a établi qu'elles sont contraignantes, qu'il y a des pièges, il me semble qu'elles peuvent servir à aller au-delà, à mon avis. C'est une excellente communication, mais je me suis rendu compte que l'histoire de ce concept-là a toujours été gommée par le fait que je suis celui qui a introduit le concept avec Émile Olivier, et ça peut se retrouver dans mon livre sur les écrivains haïtiens. Bon, mais je voudrais faire mon témoignage en deux temps. Il y a une hypocrisie de la part de beaucoup d'écrivains de ne pas vouloir participer à une étiquette. Mais quand on les invite, sous cette étiquette-là, ils y vont. Alors je pense qu'il faudrait arrêter de les inviter tout simplement, et ça va s'arrêter là. Bon, deuxième point. Donc, non, mais c'est vrai, si on n'est pas écrivain migrant, pourquoi venir y participer quand on vous invite? Vous restez chez vous. Moi, quand je ne veux pas participer à quelque chose, je reste chez moi. Je dis non. Je viens dire non à quelqu'un qui m'a invité de faire quelque chose dimanche. J'ai dit non, ce n'était pas possible. Bon, on peut refuser. Le deuxième point, c'est que, contrairement à ce que monsieur dit, ce n'est pas une étiquette écriture migrante qui a été plaquée de l'extérieur. Je vais expliquer un peu l'histoire du concept parce qu'il faut le comprendre. Je me promettais depuis très longtemps d'en parler publiquement, mais je vais le faire cette fois-ci, c'est une bonne occasion. Comment s'est né ce concept? Ce concept est né par 3 ou 4 occasions différentes. La première chose, ce sont mes conversations avec Émile Olivier au nouveau bâtiment de l'UQAM. Ce n'est plus le Red Building qui faisait l'histoire. Émile travaillait à l'époque sur la rue Jeanne-Mance à Télé-Université. Et on se rencontrait toujours, on parlait de littérature. Il était en train d'écrire Paysage de l'aveugle qu'il voulait que je publie dans mon édition des livres. Et bon, j'ai été le premier lecteur de Paysage de l'aveugle qui comprend 2 nouvelles. Une nouvelle qui porte sur Haïti, une nouvelle qui porte sur le Québec. Très peu de gens ont parlé de ce livre. Je pense avoir été le seul à en parler depuis très longtemps. Et dans nos conversations, il se trouve que moi, on m'avait demandé, Maximilien Laroche, qui était de l'Université Laval, m'a demandé d'écrire un texte sur les écrivains haïtiens en Amérique du Nord. Moi, je ne connaissais même pas le sujet. Alors, j'ai fait quasiment, premièrement, le premier texte qui a été fait sur les écrivains non québécois dans cet espace académique universitaire, publié par la revue de l'Université Laval, Études littéraires. Et de fil en aiguille, il s'est trouvé que Bernard Andrès m'a invité à faire un cours, un séminaire à l'UQAM, qui s'appelle Nègre blanc, nègre noir d'Amérique. Voilà que je me suis
confronté avec Pierre Vallière, qui s'accapare de, entre guillemets, mon identité, et j'arrive dans cette classe qui je rencontre Fulvio Caccia, Vesta Deloyo, Patrick Rose, et je donne un cours devant des étudiants d'origine italienne et je sens toute leur détresse. Et là, je commence à réfléchir sur le rapport entre immigration, littérature et mouvement artistique. Le concept d'écriture migrante n'a absolument rien à voir avec le Québec. Il vient beaucoup plus des écrivains comme Joyce, comme Beckett, qui ont traversé des espaces. Alors, quand je publie Le pouvoir des mots, les mots du pouvoir, Bernard Olot, qui est un ami, m'a demandé, mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas au Québec? J'ai dit, bon, Bob, tu sais, moi j'ai fait toutes les grandes émissions de radio en France. Il y a eu 3 dépêches de l'agence France Presse sur ce livre. Ce n'est pas un problème. On a fait une longue entrevue chez Joël Desrosiers et on a continué à en discuter. Il a pris mes idées, il a fait cet article dans la revue Vice Versa. Et depuis ce temps-là, c'est devenu comme une sorte d'étiquette. Mais ce n'est pas une étiquette, c'est-à-dire c'est une réalité. Je suis un migrant. Si les gens refusent la terminologie ou le mot migrant, ce n'est pas plus compliqué que d'être écrivain québécois ou écrivain haïtien ou écrivain chinois ou n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut refuser toutes sortes d'étiquettes et dire qu'on est écrivain tout court, mais je trouve ça un peu absurde que beaucoup d'écrivains qui profitent justement de ces classifications essaient de nous faire croire qu'ils ne le sont pas. Alors, ce que je propose, c'est que nous, en tant qu'universitaires, on arrête de les inviter puisqu'ils ne participent à aucun corpus. Ce que les écrivains oublient, c'est-à-dire que depuis la nuit des temps, on appartient à un corpus. C'est-à-dire que si vous n'appartenez à aucun corpus, vous n'êtes pas écrivain. On ne peut pas être écrivain tout court et on ne peut pas être écrivain tout seul. Je pense que c'est ce point-là qu'il faudrait toujours ramener. C'est-à-dire qu'un écrivain s'inscrit dans un corpus. Et ce corpus, il est déterminé soit par la langue, soit par des histoires, ou les deux, ou un complexe beaucoup plus grand. Et il n'y a aucune insulte à appeler un écrivain chinois ou juif ou quoi que ce soit. Alors, merci. Non, en fait, je voulais juste dire que c'est pour ça que j'avais commencé avec La Ferrière, parce il s'insurge contre les étiquettes migrantes, francophones, etc. Mais effectivement, on le voit dans tous les événements.